On passe tout de suite à la suite de cette journée avec cet après-midi, où nous allons commencer par l'intervention de Stéphane De Cara, qui s'est déjà présenté tout à l'heure, mais qui, outre être animateur de l'axe sciences sociales du PEPR Fer Carbone, c'est aussi un chercheur, INRAE, ici à Paris-Saclay, à PSAE. Sur ce campus, il est spécialiste de politique agricole et environnementale, et il travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur le potentiel des instruments de politique publique ciblant la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture et la séquestration du carbone. Donc c'est de ça dont il va parler tout de suite, donc ça tombe très bien. Et en bon économiste, Stéphane se propose de présenter les termes de la question suivante. Va-t-on vers un prix sur les émissions de gaz à effet de serre agricoles? Stéphane. Merci Cathy pour la présentation. Merci aussi pour avoir dit que c'était il y a plus de 10 ans, ce qui est vrai, mais qui fait un peu plus que ça, un peu plus que plus de 10 ans. Et justement, je pense que vous connaissez ces graphes-là, ça a été popularisé il y a quelques années par Ade Hawkins et les warming stripes, je crois qu'il appelle ça, les bandes du climat. Donc pour chaque année, vous avez une anomalie de température, là c'est pour la France depuis 1850. Et avec l'augmentation, donc plus on va vers le rouge, plus c'est chaud. Et puis j'ai pris ça un peu comme comme une série dendrologique, enfin, comme un arbre, pour situer alors une année que vous ne trouverez pas dans les livres d'histoire de la science nécessairement, mais qui était importante pour moi, parce que c'est la première fois que je présentais dans une conférence internationale en tant que doctorant sur les questions des résultats de simulation de la mise en place d'un prix sur les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole français. Donc c'était il y a quelques bandes. Voilà. Et il se trouve que quelques bandes plus tard, j'en suis encore à faire des présentations vers un prix sur les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole, avec un point d'interrogation. Donc ça en dit beaucoup sur la capacité, ça rend un peu humble sur la capacité à faire évoluer les politiques sur ce sujet, mais ça en dit aussi sur éventuellement les difficultés qu'il y a à mettre en place des instruments économiques pour réguler les émissions dans ce secteur. Alors, vous allez voir dans la présentation, j'ai fait relativement simple, et dans la présentation, il va y avoir beaucoup d'éléments qui reprennent des choses qu'on a pu voir sous une forme un peu différente dans les présentations de ce matin. Alors pourquoi? Je vais revenir sur des choses basiques qui ont été mentionnées un petit peu par Marc ce matin notamment, mais dit un peu différemment. Pourquoi on envisage de mettre, ou pourquoi on pense, pas seulement en tant qu'économiste, mais en tant qu'économiste notamment, que mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole, c'est une bonne chose. Pour une raison relativement simple à comprendre, c'est que c'est un signal puissant qui incite les agents, finalement, à prendre en compte dans leurs choix économiques, et donc pour ce qui nous intéresse, les agriculteurs, les acteurs des filières agroalimentaires, donc à prendre en compte dans leurs choix économiques l'externalité environnementale dont ils sont responsables. Et c'est un outil aussi puissant pour diriger l'atténuation, donc l'effort de réduction des émissions, vers là où cette atténuation elle est la moins coûteuse pour un résultat environnemental donné. Donc c'est ça le sens de l'efficacité qu'on a mis en avant. Donc c'est des choses assez basiques, mais ça permet d'envisager une allocation, une répartition de l'allocation de l'effort d'atténuation qui soit efficace entre les différentes sources d'émissions, entre les différents gaz à effet de serre, entre les différents agents, pour nous entre les différents agriculteurs notamment, entre les différents pays, etc. Et c'est cet élément-là qui pousse à aller dans ce sens. Et bon, je vous ai dit que ça a mis un peu de temps quand même à diffuser, et vous l'avez vu dans la présentation d'Hugo de ce matin. Il y a quand même des signaux qui disent qu'on va dans le sens d'une intégration d'un prix sur les émissions dans le secteur agricole et plus largement des usages des sols. Là, j'ai repris 3 exemples récents. Le rapport, par exemple, du comité scientifique sur le changement climatique européen qui recommande explicitement d'introduire
une forme d'emissions pricing, de prix sur les émissions, dans le secteur agricole et le secteur de l'usage des sols. Il y a des réflexions, ça a été évoqué par Hugo aussi ce matin, il y a des réflexions assez avancées sur la mise en place d'un marché ETS dans le secteur qui concernerait les émissions agricoles européennes, avec un rapport qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui est assez intéressant d'ailleurs, je vous encourage à regarder, qui envisage différentes options pour faire ça, pour intégrer l'agriculture dans un schéma de marché. Et puis, il y a ce projet danois. Là, j'ai pris une capture d'écran d'un site d'information, de NPR, sur le projet danois de mettre une taxe sur les émissions de méthane dans le secteur animal, donc au Danemark, qui n'est qu'un projet de loi. On en parlait avec Alan tout à l'heure, à midi. Il n'est pas encore transformé vraiment en loi, mais bon, on s'oriente vers ça. En même temps, on a des signaux contraires. Si vous regardez le cas de la Nouvelle-Zélande, moi depuis, ça fait combien ? Ça fait une vingtaine d'années que tous les 5 ans, régulièrement, la Nouvelle-Zélande remet sur la table une forme de prix sur les émissions de gaz à effet de serre de son secteur agricole. Son secteur agricole qui représente plus de la moitié de ses émissions. En Nouvelle-Zélande, c'est vital de réduire les émissions du secteur agricole. Et tous les 5 ans, à peu près régulièrement depuis 15 ans, c'est repoussé. Et là, ça a été repoussé récemment. Hugo nous l'a rappelé. Et puis, on voit aussi que même le plus petit effort qu'on peut introduire, et par exemple de réduire les exemptions sur l'utilisation d'énergie fossile, qui sont une toute petite partie des émissions du secteur agricole, beaucoup plus petite que ce qu'on a en termes de N2O ou de méthane. Dès qu'on touche à ces quelques centimes avec la perspective de le redistribuer, on a des difficultés d'ordre politique. On l'a vu en Allemagne, puis en France récemment au début de l'année. Donc, c'est pas simple. Et donc, une partie de la présentation consistera assez simplement, finalement, à dire quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut en dire. Est-ce qu'on est vraiment condamné à toujours se retrouver dans le cas néo-zélandais, par exemple. Alors, il y a beaucoup d'objectifs qui sont affichés. Il y a la neutralité carbone à 2050. Il y a des objectifs qui sont déclinés dans les différents pays, par exemple en France avec la SNBC. Il y a des objectifs qui sont liés à la politique agricole ou au Green Deal plus généralement. Hugo vous a parlé du Global Methane Pledge, etc., etc. Mais en face, quand on regarde les choses, en tout cas au niveau européen et français, qui va être le cœur de ma présentation, finalement, il y a assez peu d'instruments vraiment qui sont mis en place et qui sont susceptibles d'infléchir les comportements des agriculteurs dans le sens de l'efficacité. Je vous rappelle le sens de l'efficacité que j'ai donné au début, c'est-à-dire d'obtenir la plus grande réduction d'émissions au coût total le plus faible possible. D'accord ? Ou inversement, de réduire le plus possible pour un coût donné. D'accord ? C'est les deux versants de cette efficacité. Alors, on a vu des réorientations un peu des instruments de soutien agricole. Pareil, Hugo en a parlé ce matin, vers des objectifs plus vers l'atténuation, mais force est de constater que cette évolution elle est quand même relativement lente. On a l'émergence d'instruments qui sont de nature plus volontaire, comment il les appelait ce matin, de type beneficiary pays, des instruments de type offset, par exemple, qu'on peut avoir dans le carbon farming et en France avec l'exemple du label bas carbone. Et puis on voit aussi, je l'ai rappelé, la difficulté à supprimer des instruments qui sont contre-productifs du point de vue des émissions. Okay ? Donc, est-ce que cette question, va-t-on vers un véritable prix sur les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole ? Est-ce que finalement on est condamné ou est-ce que c'est juste une lubie d'économistes qu'on entend parfois dans les discussions avec les collègues des autres disciplines ? Et sinon, quelles sont les difficultés ? Est-ce qu'il y a des difficultés qui sont vraiment spécifiques au secteur agricole ? Est-ce qu'il y a des obstacles techniques à l'atténuation ? Est-ce que les coûts seraient vraiment prohibitifs dans le secteur agricole ? Est-ce que c'est une question d'impact sur les revenus ? Est-ce que c'est une question d'équité de distribution des revenus ? Est-ce que c'est une question d'impact sur la production agricole ou la compétitivité ?
Est-ce que c'est lié à des difficultés de mesure qui sont spécifiques aux sources et aux puits dans le secteur agricole dont Claire nous a donné un panorama ce matin? Donc je vais regarder un petit peu ces questions-là. Je n'aurai pas des réponses à tout, mais je vais essayer de donner quelques éléments dans ce sens-là. Et ça sera l'élément principal de ma présentation. Donc je vais faire ça sous la forme d'une checklist un peu. Et donc du coup, un prix sur les émissions. Je vais regarder pourquoi c'est nécessaire, ou voilà, revenir sur quelques ordres de grandeur. Est-ce que c'est ruineux? Est-ce que c'est tellement prohibitif que ça explique qu'on n'en est pas aujourd'hui? Est-ce que c'est si impossible à mettre en œuvre que ça? Est-ce que ça serait régressif? Est-ce que ça aurait des effets sur la distribution des revenus qui seraient de nature, qui seraient trop inéquitables pour être acceptés politiquement? Bon, pour l'aspect nécessaire, ou en tout cas important je pense que c'est pas mal d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Alors là, c'est pour le cas de la France. Vous pouvez avoir le même graphe pour l'Union européenne. C'est les émissions françaises, ici en 2015, donc en millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc sur la partie du haut, vous avez les émissions, et sur la partie du bas, les sources. Et sur la partie du bas, vous avez le puits au niveau français. Donc le puits constitue en France des émissions négatives. Voilà. Donc ça, c'est nos émissions à peu près au niveau tout secteur confondu française en 2015. Et puis quand on regarde les objectifs 2050 de neutralité carbone, on se dit qu'ils sont dans la SNBC, donc dans la deuxième version, pas dans la version qui n'est pas encore officielle, la SNBC 3 qui n'est pas encore officielle, à ma connaissance. On se dit qu'il y aura 80 millions de tonnes à peu près d'émissions incompressible. Il faut bien se rendre compte de la marche entre les 450 aujourd'hui et les 80 millions de tonnes dans un laps de temps de 35 ans ici. Et puis ces 80 millions de tonnes, on envisage dans la SNBC qu'elles seront compensées par un puits forestier dans la forêt, mais aussi les usages des sols, qui sera d'un montant équivalent. D'accord ? Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette marche, elle me donne un peu le vertige des fois quand je la vois. Et on a la même marche au niveau européen. Elle me donne notamment le vertige quand on regarde à un horizon plus court. Là, j'ai rajouté les données de 2021. Et vous voyez que, certes, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose ici. Ouais. Certes, on a réduit dans un espace de temps, dans un laps de temps assez court, nos sources d'émissions de façon substantielle. Mais dans le même temps, du fait des sécheresses, du fait des maladies, du fait de l'état des forêts, notamment en France, on a réduit fortement le puits agricole, le puits de carbone au niveau français. D'accord ? Et donc, cette difficulté de revenir, donc on l'a à peu près divisé par 2 en 6 ans, et là, on doit le multiplier par 4 jusqu'en 2050. D'accord ? Sachant que tout ce qu'on ne fera pas du côté du puits, il faudra avoir des émissions en moins de l'autre côté. Et pour en venir à notre sujet, si on regarde le secteur agricole dans ce paysage, dans ce panorama, il joue un rôle central, et notamment central si on regarde les prévisions les projections d'émissions à 2050, des émissions des sources incompressibles. Donc là, ici, vous avez les émissions de N2O, de CH4 et de CO2 dues à l'énergie fossile dans le secteur agricole. Et vous voyez que la majeure partie des émissions incompressibles en 2050, c'est l'agriculture. D'accord ? Ça veut dire que pour tout le reste, pour notre mobilité, pour notre chauffage, pour notre fourniture d'énergie, pour nos déchets, il faudra être très décarboné. Et ça, dans la mesure où on a réussi à préserver les niveaux de stock de carbone à ceux anticipés qui sont mis en cause par l'évolution récente. Donc, je ne sais pas si c'est un prix du carbone qui est nécessaire, mais en tout cas, il faut faire quelque chose dans l'agriculture qui est de façon nécessaire. Alors, est-ce que c'est ruineux de faire ça ? Ruineux, on peut le prendre dans plusieurs acceptions. On peut le prendre avec plusieurs acceptions. On peut penser, et c'est des choses que vous entendez des fois, je pense à tort, qu'on n'a pas les moyens techniques de réduire les émissions. D'un point de vue agronomique, d'un point de vue conduite des cultures, conduite des animaux, etc.
En fait, Claire vous a présenté ce matin les résultats d'une étude copilotée par Laure Bamière et Sylvain Pellerin, qui avait justement regardé ça. Et ce qu'on voit, donc chaque barre ici, c'est une pratique particulière. Et ce qu'on voit, c'est qu'on sait faire. On a des moyens de réduire les émissions d'un point de vue technique. Et ça, sans toucher aux capacités productives de la France et à l'usage des sols, à la répartition des sols au niveau français. Donc là, c'est encore une fois au niveau français. Donc les moyens techniques sont là. D'accord ? Et si on alors on peut discuter de l'évaluation économique qui est derrière chacun de ces moyens techniques, mais si on essaye d'envisager leurs coûts, ils sont relativement, en tout cas, ils apparaissent relativement raisonnables par rapport à d'autres options. D'accord ? Et ça, on a ça du côté des émissions, comme ça avait été fait dans l'article de 2017 et dans l'étude de 2013 que j'ai citée, mais également si on met l'accent sur le stockage des sols, comme ça a été fait dans l'article un peu plus récent, qui porte sur 4 sur 1000, sur 4 pour 1000. Okay. Donc les moyens techniques, on les a. Et puis on n'a pas que des moyens techniques, on peut aussi jouer sur des leviers plus structurels. L'allocation des sols, comment on alloue les sols, comment on répartit l'allocation des cultures en fonction de ce qui est donné pour l'alimentation pour les animaux, les effectifs animaux, etc. Quelle culture on met en place. Donc là, c'est au niveau européen, des simulations qui sont encore en préparation, mais qui donnent une idée des résultats. C'est dans une étude qu'on fait avec France Stratégie en ce moment. Qui regarde le coût marginal, donc le coût de la dernière unité de réduction, pour différents niveaux de taux de réduction dans l'agriculture européenne. Et ce qu'on voit là aussi, c'est que les leviers, et là il n'y a pas de levier technique de nouvelles pratiques agronomiques qui viendraient réduire les émissions. Donc la possibilité de réallouer les ressources au sein de l'agriculture, on peut aussi tirer des réductions d'émissions à des coûts qui sont tout à fait raisonnables. Pour donner un exemple ici, donc là c'est 20% de réduction à peu près 100 € par tonne de CO2. C'est un peu au-delà du prix du CO2 sur le marché du carbone aujourd'hui, mais c'est tout à fait dans les horizons, dans les projections de prix qu'on a aux horizons 2030. D'accord ? Alors bien sûr, dans le secteur agricole, cette courbe-là, elle résulte d'un calcul agrégé sur plusieurs années. Et dans le secteur agricole, le coût de réduire les émissions, il dépend aussi des conditions de marché. Il dépend des conditions climatiques, il dépend des rendements, etc. Donc là, on fait l'exercice année par année qui correspondent à des situations de marché différentes, à des situations de rendement, de météo, par exemple, qui sont différentes. Et il y a une certaine variabilité dans le temps de ces coûts d'abattement. Mais ce que vous voyez, c'est que même s'il y a une variabilité dans le temps de ces coûts d'abattement, on obtient pour des taux de réduction qu'on envisage, par exemple, dans la SNBC ou dans les objectifs européens, des coûts marginaux qui sont dans des ordres de grandeur tout à fait acceptables par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs. Ça, pour l'illustrer, j'ai repris ici une étude de France Stratégie récente qui représente la valeur d'action pour le climat, qui, pour les économistes, serait pas loin d'un coût social du carbone. Donc c'est la valeur à partir duquel ça vaut le coup d'engager ou d'investir pour réduire les émissions. Donc, dans la commission CRICI, ils ont regardé la valeur d'action pour le climat et en regard des coûts d'abattement dans différents secteurs. Et dans ce rapport, à ce stade, il n'y a pas encore l'agriculture. D'accord ? C'est là-dessus qu'on est en train de regarder. Et ce que vous voyez, c'est que il y a et en fonction des objectifs de la SNBC à différents horizons de temps. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des coûts qui sont différents, bien sûr, selon les secteurs, mais que si on rajoute les estimations ici que j'ai présentées en regard des objectifs qu'impose la SNBC aux horizons 2030 et 2050, l'agriculture se situe tout à fait dans des coûts d'abattement, des coûts de réduction qui sont comparables, voire plus faibles à ce qui peut exister dans plusieurs autres secteurs, et de toute façon bien en deçà de la valeur de l'action pour le climat. Donc on retrouve ici un peu une conclusion qu'avait mis en avant Marc ce matin, où il disait que investir, où il mettait en avant que les dommages évités par les réductions d'émissions dépassaient vraisemblablement les coûts. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le secteur agricole. Okay ? Donc, ruineux, pas tant que ça. Est-ce que c'est impossible à mettre en œuvre ?
il y a une des spécificités importantes du secteur agricole qui est, par rapport, par exemple, au secteur de la production d'énergie, qui est d'être, alors diffus, je ne sais pas, mais en tout cas réparti en un grand nombre d'acteurs. Quand dans le marché du carbone européen, on a 14 000 à peu près installations aujourd'hui dans le marché, on a quelques millions d'agriculteurs au niveau européen. D'accord ? Donc c'est sûr que c'est compliqué, ça peut être compliqué de mettre en place un prix du carbone, que ce soit une taxe ou que ce soit l'inclusion dans un marché, quand on a 4 millions d'individus à contrôler, à récupérer. Bon, en même temps, on le fait hein, quand je ne sais pas combien il y a de foyers fiscaux en France, mais il y a il y a bien 30 ou 40 millions de foyers fiscaux qui sont taxés en France sur le revenu. Donc c'est possible, techniquement. Mais bon, ça peut avoir des coûts. Il y a une des spécificités dans le secteur agricole qui pourrait être intéressante à cet égard, c'est de voir qu'il y a une grande concentration des émissions dans une proportion relativement faible des exploitations. Ici, vous avez une courbe de Lorentz des émissions au sein des émissions européennes, au sein de qui vous donne la concentration. Et ce que vous voyez sur cette courbe, ce que vous donne cette courbe, c'est que les 25% des exploitations les plus émettrices représentent environ 80% du total des émissions. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on peut imaginer un système où on se concentre sur les plus émetteurs, ici un quart des exploitations, et on touche quand même une quantité importante des émissions, d'accord ? Du fait de cette concentration. Et du coup, en mettant des seuils, on peut dépasser une des difficultés qui peut être problématique dans le secteur agricole, qui sont les coûts de mesure, de rapportage, de vérification, parce qu'on peut réduire fortement la base tout en gardant la base d'exploitation qui sont soumises à la réglementation, tout en touchant une partie importante des émissions. Une autre difficulté qui peut être aussi mise en avant, c'est le côté régressif d'une taxe, par exemple, si on prend une taxe, d'une taxe sur les émissions d'origine agricole. Ça, c'est un travail qu'on a fait récemment, qui a été publié récemment avec Maxime Ollier, je l'ai vu ce matin, je ne sais pas s'il est encore là, et il est là-haut, voilà. Et qui regardait donc ces impacts sur la distribution des revenus. Alors, c'est clair que si vous mettez aujourd'hui une taxe, mettons à 100 € par tonne de CO2 pour prendre un chiffre un peu rond, sans redistribution au sein du secteur, vous allez avoir un impact, selon les simulations qu'on a faites, qu'on a utilisées dans cet exercice, important sur les émissions, de l'ordre de moins 15%, ce qui n'est pas négligeable du tout, surtout qu'il y a certaines rigidités dans le modèle qui font que cette hypothèse, ce résultat est sûrement un peu conservateur. Mais vous allez avoir, si vous ne faites pas de redistribution, un impact très fort sur le revenu total des agriculteurs. D'accord ? Puisque ces 100 €, ils vont être payés sur les émissions que les agriculteurs n'ont pas pu réduire. Et donc, vous avez une baisse du revenu total de l'agriculture de l'ordre de 20% dans l'exercice ici. Et ça augmenterait, cette taxe, ça augmenterait nécessairement, enfin, selon les calculs qu'on a, assez sensiblement les inégalités de revenus au sein du secteur agricole. C'est, pour ceux qui ont ça en tête, là, on représente l'indice de Gini dans ce scénario-là. NR, c'est là où il n'y a pas de redistribution. Une augmentation de l'indice de Gini au sein de la population agricole. Donc vous avez une baisse des émissions, mais une baisse massive du revenu, une augmentation des inégalités, et effectivement, vous pouvez générer un revenu fiscal de 30 milliards d'euros dans l'exercice qu'on a fait ici. Clairement, ce type de politique peut avoir des difficultés à passer au sein de voilà, ça peut être compliqué à faire passer. On a vu, je vous rappelle l'exemple qu'on a cité tout à l'heure sur l'exemption de GNR, par exemple. Mais vous pouvez aussi imaginer un système qui donne la même réduction des émissions et qui redistribue de façon forfaitaire l'ensemble des revenus de la taxe, donc qui soit neutre budgétairement. D'accord ? Donc si vous faites ça, c'est la situation qui est ici, l'avant-dernière courbe. Vous réduisez par définition les émissions de moins 15% également, mais vous redistribuez une partie importante du revenu, et donc au niveau total, le revenu est beaucoup moins affecté, de l'ordre de moins 2% ici. Il est affecté, mais pas nécessairement de beaucoup. Et les inégalités de revenus, en revanche,
sont fortement baissés. Et bien sûr, c'est neutre budgétairement. D'accord ? Donc, régressif, ça dépend. Donc, pour résumer sur mes différents points nécessaires, en tout cas, je ne sais pas si c'est un prix qui est nécessaire, je pense que oui, mais de toute façon, il est important de mobiliser les potentiels de ce secteur, du secteur agricole et des usages des sols. Et quitte à le faire, il est important de le faire de façon efficace. Et l'avantage d'un prix, c'est de permettre ça. D'accord ? Ruineux, pas nécessairement. On a des solutions techniques, il y a des leviers structurels qui peuvent être mobilisés. Les coûts, en tout cas, ils ne sont pas nuls, ils ne sont pas inexistants, mais si on les compare à ce qui existe dans d'autres secteurs, ils sont tout à fait, ils sont tout à fait raisonnables. Et de toute façon, ils permettent également, même si les coûts étaient plus élevés, ils permettraient, mobiliser les potentiels dans ce secteur, permettrait de relâcher un peu la pression sur d'autres secteurs sur lesquels ça va être compliqué de réduire les dernières tonnes. Je pense au secteur de la mobilité, par exemple, ou au secteur du résidentiel, où les dernières tonnes de CO2 en 2050 vont être très, très précieuses. Et donc, tout ce qu'on pourra faire en plus du secteur agricole sera utile. Est-ce que c'est impossible à mettre en œuvre ? Je vous ai donné un exemple à travers les coûts de contrôle. Il y a des possibilités dans ce secteur, il faut que j'arrête. Il y a des possibilités dans ce secteur, notamment en imposant des seuils, en mettant en place des seuils et d'utiliser la répartition un peu très concentrée des émissions dans ce secteur. Est-ce que c'est régressif ? Pas nécessairement, et ça dépend beaucoup de la forme des instruments qui sont mis en place. Okay ? Il faut que je finisse ou... J'en ai 3 encore comme ça, donc je peux aller direct à la conclusion. Ouais. Bon, alors juste rapidement, donc, pour la forme des instruments. Donc, la forme des instruments qu'on va mettre en œuvre compte de façon très importante. Pas tant pour pour l'efficacité, bien sûr, mais également pour l'acceptabilité et la façon dont c'est l'économie politique, finalement, du secteur. D'accord ? Donc, quels sont les points importants de la forme des instruments ? Il y a tout ce qui concerne la couverture de l'ensemble des sources et des puits. Ça a été rappelé ce matin par Claire. Et d'un point de vue efficacité, ça a été rappelé aussi par Marc. L'importance d'avoir une répartition efficace entre les sources et les puits, notamment du fait des interactions importantes entre les différentes sources d'émissions dans le secteur agricole. Que ce soit la gestion de l'azote pour la production végétale, dont une grande partie sert à l'alimentation animale, pour la fermentation entérique, dont une grande partie qui affecte de façon très importante l'utilisation des sols, à travers les prairies notamment, et les prairies qui affectent le contenu en carbone, qui ont un rôle important dans le contenu en carbone des sols. Donc ces interactions-là sont importantes et sont importantes à prendre en compte de façon couplée. La couverture géographique la plus large, ça permet une allocation efficace de l'effort entre les régions ou les pays, et donc ça c'est aussi un aspect essentiel dans le sens de l'efficacité. Ça a aussi un impact important pour quelque chose que va sûrement mentionner Alan ensuite, les distorsions de concurrence entre des zones où les émissions sont taxées et d'autres où elles ne le sont pas. Et puis la couverture sectorielle, qu'il y ait une articulation entre les réductions d'émissions dans les différents secteurs, c'est aussi important pour l'efficacité. En fait, donc tout ça, c'est des caractéristiques qui sont importantes pour les instruments, mais dans la réalité, de toute façon, on va être contraint nécessairement d'avoir une couverture partielle où on va aboutir à des compromis qui vont nous donner des instruments de second rang. C'est quelque chose qu'a rappelé Marc aussi ce matin. Bon, je vais passer tout ça pour finir avec des messages clés. Donc je vais finir avec 4 messages clés. Atteindre les objectifs d'atténuation qu'on s'est fixés, et si on est sérieux par rapport à eux, ça nécessite de modifier les comportements, et notamment dans les secteurs de l'agriculture et des usages des sols. L'agriculture offre des potentiels d'atténuation qui peuvent jouer vraiment un rôle pivot, et ça j'espère que vous en êtes conscients, dans l'atteinte des objectifs à 2050, puisqu'à 2050, enfin en tout cas si on regarde la SNBC, il n'y a quasi que l'agriculture et les usages des sols qui vont jouer, quoi. Donc tout ce qu'on ne fera pas là, ça va être très coûteux ailleurs. Un prix du carbone, ça j'en suis convaincu, peut porter les incitations de manière efficace, mais par contre,
ça nécessite un design des instruments qui prennent en compte les difficultés et les spécificités de ce secteur. C'est crucial pour limiter notamment les conséquences potentiellement régressives, limiter les coûts de MRV et puis faire en sorte, en maintenant l'efficacité, que ce qu'on réduit en termes d'émissions puisse être obtenu à un coût acceptable pour la société. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Stéphane. S'il y a quelques questions sur la présentation de Stéphane. Il y a une au milieu là. Merci de cette présentation. Donc Manu Bédard du Master 3ET. Vous avez présenté une taxe qui aurait pas de redistribution. J'ai pas très bien compris comment la taxe avec redistribution arriverait à avoir les mêmes effets. Et je trouvais intéressant aussi le graphe avec l'indice de Gini. Et juste dans la slide d'avant aussi, vous présentez une taxe, un instrument qui serait uniquement sur 25% des exploitations. Et comment une taxe sur ces exploitations-là, qui sont souvent les plus riches également, influencerait l'indice de Gini? C'est de bonnes questions. Alors, je vais prendre la première en premier. Donc là, la redistribution forfaitaire, ce qui est important à voir, c'est qu'elle ne remet pas en cause les incitations dans la mesure où tout le monde reçoit le même montant de redistribution. Et donc, c'est indépendant du montant d'abattement. D'accord. Donc, c'est exactement le même système qu'un système de bonus-malus. Hein. C'est pas très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que ça n'affecte pas les émissions. Mais par contre, c'est un transfert directement du contribuable vers le secteur agricole. Ça clarifie là-dessus. Et ici, la question, c'était on ne taxe que... Alors, pourquoi on ne taxe que les 25% des exploitations? Je ne sais pas si ça a été clair ici. Alors, 25% où, en fait, l'optimum, il est peut-être plutôt autour de 20% ici dans ce qu'on a... et ça dépend du niveau de taxe qu'on applique. Mais si on se met à 50 €, il est plutôt de l'ordre de 20%. Pourquoi on fait ça? C'est pour économiser sur les coûts de contrôle. D'accord. L'idée, c'est qu'on ne va contrôler que les plus importantes. Alors, comment ça joue sur l'indice de Gini et comment ça joue sur la répartition? Ça a un impact, bien sûr, puisque ça va séparer la population en deux. Et effectivement, ici, les revenus sont plus élevés. Et donc, a priori, ça a un impact plutôt progressif. Mais on ne l'a pas chiffré dans ce papier-là. Voilà, ça pourrait être quelque chose qu'on regarde dans la suite. Ah, Patricia. Non. Il y en avait un qui avait une batterie un peu faiblarde. Merci. Justement, les 25% exploitations qui émettent le plus de gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est quel type d'exploitation? Alors ici, il faut peut-être que je détaille un petit peu plus. Là, c'est des résultats d'un modèle où on représente à peu près 2000 exploitations au niveau européen qui sont représentatives de la diversité des conditions de production. Donc, tu vas retrouver à droite d'abord des grandes exploitations en termes de surface aussi, des grandes exploitations en premier en termes d'effectifs animaux, notamment dans les pays de l'Est. Mais ça peut aller tu peux aussi avoir des exploitations céréalières, et il y en a dans ces 25%, des exploitations céréalières en Europe de l'Ouest et en France notamment, du fait des émissions de N2O liées à l'utilisation d'engrais. Donc derrière, j'ai pas fait de typologie, j'ai pas de relation entre les caractéristiques des exploitations et leur position dans la distribution, mais il y a des éléments comme ça que tu peux retrouver dans les on espère que c'est les plus riches, peut-être. Alors c'était un peu la question qui était là-dessus. Alors faut définir plus riche.
des montants de revenus annuels souvent qui sont beaucoup plus élevés. Mais par contre, ramener, que ce soit à l'hectare ou au nombre de personnes non salariées dans l'exploitation, ce n'est pas forcément le cas. Donc il faudrait qualifier un petit peu plus ça. Et ça vaut aussi pour la question qui a été posée précédemment d'ailleurs. Il faudrait regarder cette dimension-là. Au passage, c'est quelque chose qu'on fait dans l'étude de la régressivité, où là on normalise les revenus en fonction du nombre de non-salariés dans l'exploitation. Je crois qu'il faut penser à se présenter. Ça marche, merci. Bonjour. Oscar Godin d'Arvalis. Merci pour cette présentation. Ma question simple, c'est du coup, qu'est-ce qu'on attend? Puisque si c'est faisable, rentable ou tout ça, voilà. Et ma question sous-jacente, c'est est-ce que du coup, on n'a toujours pas trouvé quel est le véritable, entre guillemets, point d'achoppement entre les pouvoirs publics et le secteur agricole qui permettrait de mettre tout ça en œuvre? Une excellente question à laquelle je cherche une réponse depuis quelques barres colorées. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je ne sais pas si certains collègues ont des... J'ai pas de réponse à cette question. Enfin, j'ai des intuitions, mais j'ai pas de réponse. J'ai des intuitions d'économie politique, mais pas vraiment de raisons économiques comme je les ai présentées ici, en tout cas. Moi, j'avais une question sur est-ce qu'on peut donner... Ah oui, pardon, je ne me suis pas présenté, mais je l'ai fait tout à l'heure. Donc, Robin Pourcel, de l'Institut Agro Rennes-Angers. Et je me demandais si on pouvait... Si dans ce modèle-là, on donne la même valeur à une tonne de carbone non émise et une tonne de carbone stockée. Restocké. Est-ce que c'est envisagé de faire la différence parce que c'est fondamentalement pas la même chose non plus sur le terrain Ça m'amène à... C'est une excellente question. Ça m'amène à un point que j'ai laissé un peu en suspens tout à l'heure. Alors, dans les résultats que j'ai montrés sur la distribution des émissions et les effets sur les redistributifs sur les revenus, il n'y avait que les émissions nettes, et donc que les réductions d'émissions nettes, et encore de méthane et de N2O, qui sont la majeure partie des émissions d'origine agricole, mais il n'y a pas les émissions, par exemple, dues à l'énergie fossile dans le secteur. Et donc, en particulier, il n'y avait pas les impacts sur les stocks de carbone. D'accord ? Parce que, alors, il y a une des raisons, c'est celle que vous mentionnez, et ça a été discuté en partie par Claire ce matin, c'est la difficulté de mettre en regard des réductions d'émissions et un stockage qui est par nature transitoire et non permanent. Donc avec une prise en compte d'une dynamique qui est particulière en plus. Donc là, dans les simulations que je vous présente, il n'y a pas cette dimension-là. Et c'est une vraie question d'intégrer les deux. Ouais. Oui, bonjour, Marion Duparc, IFPEN. Moi, j'ai une question. Est-ce que la mise en place donc, du cadre européen CRCF va favoriser l'accélération de la création des puits de carbone dans le secteur agricole, selon vous ? Je pense qu'il y a quelque chose... Bon, Claire a beaucoup plus d'éléments que moi là-dessus, mais il y a une dimension très importante. Alors, c'est pareil, c'est un élément que j'avais un peu zappé ici, sur... les instruments volontaires et la compensation, notamment via le carbon farming ou les offsets en général. Et il y a une vraie nécessité de normaliser, d'harmoniser le cadre de comptabilisation et comment on certifie les stocks de carbone. Enfin, les réductions d'émissions permises par les pratiques dans ce cadre-là. Alors, c'est très important. Ça pose quand même la question de l'articulation des réductions d'émissions et de séquestration qui non permanente demeurera, mais c'est au moins important qu'on ait une quantification normalisée, notamment parce qu'il y a une concurrence qui peut être parfois un peu biaisée avec
des certificats, on va dire, qui sont de qualité en termes de véritable réduction d'émissions moindre, et donc du coup qui font qu'au final, le système n'a plus de crédibilité et qu'au final, on ne mobilise pas les potentiels qui sont dans ce secteur. Donc une fois qu'on a dit ça, après, ce cadre-là, il est quand même beaucoup pour des instruments de type volontaire dans le secteur agricole, plutôt que pour des instruments obligatoires. Enfin, il pourra servir pour les deux, mais pour l'instant, il est beaucoup utilisé. Il est beaucoup utilisé dans ce sens-là. Je pense que de ne reposer que sur des instruments volontaires qui risquent d'être... enfin, en tout cas, qui n'ont pas forcément des performances énormes en termes d'adoption, risquent d'être problématiques. Donc, voilà. C'est 2 éléments de réponse que j'aurai là-dessus. Oui. Bonjour, moi c'est Kemal Louichi, je suis de l'INRA. Merci Stéphane pour la présentation très intéressante. Moi j'ai une question, est-ce que l'effet prix est intégré dans cette analyse ou pas? Et si ce n'est pas le cas, dans quel sens ça peut impacter? Alors si par effet prix tu entends l'effet sur les prix des biens agricoles, oui, ou voire des biens alimentaires, là ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas, dans les 2 modèles que j'ai présentés. Ça l'est dans d'autres études. Alors, par exemple, par contre, j'ai mis un truc de SlideShare que je ne sais plus enlever là. Ah, voilà. Ça l'est dans d'autres études, alors qui ne sont pas forcément menées par nous, mais dont a parlé Hugo ce matin, où on a à la fois les réductions d'émissions du côté de l'offre et les effets sur les marchés, avec... Donc voilà, donc ça l'est dans certaines études. Il y a toujours un arbitrage entre le niveau de détail que tu peux privilégier en t'orientant sur un type de modèle centré sur l'offre, par exemple, et des modèles qui vont intégrer des dimensions marché. Donc voilà. C'est clair qu'il y a une dimension des réductions d'émissions qui est obtenue à la marge extensive, c'est-à-dire avec des réductions à la fois de composition et de quantité de l'alimentation produite en Europe. Donc ça pose des questions que Alan va adresser tout de suite de concurrence, et ça pose aussi des questions de réaction de la demande alimentaire, notamment, aux impacts sur les marchés et sur les prix. Voilà. Elles ne sont pas complètement résolues, mais elles sont là.